4000 ans d'histoire, une chronique historique tous les lundis de 16h30 à 17h. Aujourd'hui, je vous parle de la bataille de Stalingrad. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette chronique historique présentée par Elias Acoca-Vigneron, 4000 ans d'histoire. Nous sommes le 31 janvier. Et le 31 janvier 1943, à 6h du matin, les soldats de l'armée rouge pénètrent dans les caves d'un grand magasin de Stalingrad, Univermag. Ils y découvrent le maréchal von Paulus. Ce maréchal, il a été fait maréchal la veille par Hitler, il était au départ un simple général, et celui qui a dirigé la 6e armée allemande, chargée de prendre la ville de Stalingrad, et après 6 mois et demi de combats acharnés, la plus célèbre et la plus épique des batailles de la Seconde Guerre mondiale prend fin sur une victoire soviétique. Ce maréchal a 52 ans, et il est alors mené devant le général soviétique Shumilov. Le contraste est saisissant entre les deux hommes. Von Paulus se donne des airs d'aristocrate, il porte beau malgré son âge. Shumilov, lui, est un personnage râblé, trapu, avec des yeux féroces. D'autant plus féroces que l'opération Barbarossa, cette opération qui a visé à envahir l'Union soviétique, a été très féroce. Alors Shumilov fait asseoir le maréchal von Paulus. Il lui demande ses papiers, c'est une façon de l'humilier, et reçoit sa capitulation. Avec le maréchal von Paulus, ce ne sont pas moins de 25 000 officiers de l'armée allemande, dont 24 généraux, et 400 000 soldats allemands qui sont faits prisonniers. Dans la bataille de Stalingrad, la Wehrmacht a perdu 200 000 hommes. Les derniers combats se finissent quelques jours plus tard, le 2 février, dans les ruines de l'usine Octobre Rouge. C'est la première grande défaite de l'armée allemande. La guerre a désormais changé de visage. Mais pour comprendre cette bataille de Stalingrad, il faut revenir en arrière. Il faut revenir au 21 juin 1941, au début de l'opération Barbarossa, lorsque l'Allemagne décide d'attaquer sans déclaration de guerre et par surprise l'Union soviétique, qui était pourtant jusqu'à présent son allié. L'armée rassemblée par Hitler est gigantesque. 5,4 millions de soldats allemands, mais aussi 800 000 soldats issus des alliés du Troisième Reich, la 3e armée italienne de Mussolini, la 2e armée hongroise de l'amiral Horthy, les 3e et 4e armées roumaines du dictateur Antonescu, sans compter l'armée finlandaise qui attaque au nord. C'est en tout plus de 6 millions d'hommes, soit 10 fois ce qu'avait rassemblé Napoléon pour envahir la Russie, qui sont rassemblés avec 3200 chars, 3400 avions et plus de 57 000 canons. La Wehrmacht a un triple objectif. Au nord, Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars depuis Pierre le Grand, qui est aussi le grand port russe sur la Baltique. Au centre, Moscou, la capitale de l'Union soviétique, là où se trouve le Kremlin et de très nombreuses usines d'armement. Enfin, au sud, le Caucase et ses champs de pétrole. Si ces 3 objectifs sont atteints, c'est le cœur historique de la Russie qui sera à genoux et tous les points névralgiques de l'URSS auront été pris. Hitler espère alors qu'il pourra utiliser à loisir les formidables ressources de l'Union soviétique, le pétrole du Caucase, le blé d'Ukraine, les mines de l'Oural, et que l'Angleterre, privée de son épée continentale, ce sont les propres mots d'Hitler, n'aura d'autre choix que de se rendre. Mais il faut aller vite, car le Troisième Reich n'a pas les moyens de supporter une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre longue contre l'Union soviétique. Si ses troupes sont aguerries, son matériel performant, il leur manque des ressources. Le Troisième Reich n'a pas les réserves de carburant de l'Union soviétique. Il produit moins d'armes et ne peut pas compter sur les formidables réserves d'hommes que peut prélever l'armée rouge. Alors Hitler a donc rusé. Pour aller vite, il faut aller par surprise. Il n'a prévenu aucun de ses alliés, ni l'Italie de Mussolini, ni le Japon.
Et il fait croire auparavant à une opération de vaste ampleur en Méditerranée. Et il attaque par surprise, comme il l'avait fait pour la Pologne en septembre 1939. Il utilise d'ailleurs la même stratégie qu'utilisait contre la Pologne puis contre la France, la stratégie de la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est-à-dire qu'il envoie en première ligne des unités très mobiles, notamment des unités de chars Panzer ou d'infanterie motorisée, qui sont appuyées par l'aviation. Elles attaquent les points faibles de l'ennemi, puis s'ingénient à encercler les armées adverses pour progresser le plus rapidement possible. Dans un premier temps, la Wehrmacht semble remporter succès sur succès. Il faut dire que du côté soviétique, la surprise est totale. Depuis août 1939 et le pacte Ribbentrop-Molotov, le Troisième Reich et l'Union soviétique sont alliés. Ils sont partagés la Pologne et l'URSS a fourni jusqu'à présent du carburant mais aussi des matériaux à l'armée allemande. En juin 1941, Staline ne croit pas à l'imminence d'une attaque allemande, malgré les renseignements dont il dispose, notamment ceux de l'espion Richard Sorge, un espion à la solde du NKVD installé au Japon, qui donne précisément la date et l'heure à laquelle doit commencer l'opération Barbarossa. Mais Joseph Staline pense qu'il s'agit d'une intoxication de l'Angleterre pour provoquer l'ouverture d'un second front qui soulagerait cette Angleterre prise avec l'Allemagne. Et il préfère attendre que l'Angleterre soit vaincue pour, lui, attaquer l'Allemagne. Car Staline n'est pas complètement dupe. Il a lu et a noté le chapitre de Mein Kampf, le livre écrit par Hitler et publié en 1925, consacré à l'expansion vers l'Est. Livre dans lequel Hitler, indique ses intentions très clairement. Page 743, je me réfère à la dernière édition critique, celle intitulée « Historiciser le mal ». Voici ce qu'écrit Hitler dans Mein Kampf. Nous stoppons l'éternelle marche des Germains en direction du sud et de l'ouest de l'Europe, et nous tournons nos regards vers les terres de l'Est. Et encore, page 749, il évoque déjà l'idée d'une alliance avec la Russie. Mais voici ce qu'il en dit. Ce sera une alliance dont l'objectif ne comprend pas l'intention d'une guerre, n'a ni sens ni valeur. Alors Staline arme. Il arme et sans cesse. Les usines de tracteurs, par exemple, produisent des chenilles plutôt que des grandes roues pour que, elles puissent être reconverties en usines pour les tanks. Toute l'économie est tournée vers la guerre. Mais l'erreur, c'est d'avoir pensé que l'Allemagne attendrait pour lancer son offensive. Or, Hitler n'est pas un stratège froid. C'est un joueur de poker, et comme à son habitude, il prend tous les risques pour rafler la mise. Dans un premier temps, cette stratégie semble fonctionner. Au mois de septembre 1941, la ville de Leningrad est assiégée, et au mois d'octobre, les troupes de la Wehrmacht sont aux portes de Moscou. Oui, mais les soviétiques résistent. À Moscou, le général Zhukov, qui a été rappelé de Sibérie, empêche la Wehrmacht de prendre la ville et la force à se replier au mois de janvier 1942. C'est le premier tournant de cette guerre. Le pari d'Hitler d'une guerre rapide est perdu. Cette guerre sera une guerre longue, ce sera une guerre d'attrition. À Leningrad, assiégé, Shostakovich compose une symphonie pour donner du cœur aux civils qui sont assiégés et qui vont le rester plus de 900 jours. Dans Leningrad, les soviétiques vont perdre 1,8 million d'hommes, dont 1 million de civils. Sur les 2 millions d'habitants, la moitié est morte de faim. Mais la ville ne sera jamais prise. Cette guerre a un caractère génocidaire dès le début. Les divisions de Waffen-SS qui ont commis le massacre d'Ouradour-sur-Glane en juin 1944, la division d'Eisreich, composée de Français, a d'abord opéré sur le front de l'Est. Et ce qui a été fait à Ouradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tous les civils du village, a été fait plusieurs milliers de fois sur le front de l'Est. On peut aussi évoquer l'action des Einsatzgruppen, les groupes d'intervention, qui ont fusillé plus d'1,5 million de juifs en Union soviétique, avec l'aide d'auxiliaires lettons, lituaniens ou ukrainiens,
et la participation des populations locales, comme à Babi Yar, près de Kiev, où le 19 septembre et le 20 septembre 1941, plus de 33 000 juifs sont fusillés en à peine 2 jours. Dans une première partie de cette chronique historique, 4000 ans d'histoire, consacrée à la bataille de Stalingrad, nous avons évoqué les débuts de l'opération Barbarossa, le triple objectif de l'armée allemande, qui commence au mois de juin 1941. Prendre Leningrad au nord, Moscou au centre et le Caucase et ses champs de pétrole au sud. La Wehrmacht échoue aux portes de Moscou en décembre 1941. Elle échoue aussi malgré un siège extrêmement long de 900 jours à prendre Leningrad. Et c'est alors le Caucase qui semble faire l'objet de son attention au mois de juin 1942. Le général Von Bock est chargé avec 89 divisions dont 9 blindés de s'attaquer à l'Ukraine. À la fin de l'été 1942, il atteint le Don. Il a pris la ville de Rostov, mais aussi le grand port russe sur la Crimée, Sébastopol, et la ville de Kharkov, aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Hitler arrive alors en avion et installe son quartier général à Vinitsa, en Ukraine. Le prochain objectif est Stalingrad. Stalingrad, en russe, cela signifie la ville de Staline. Auparavant, elle s'appelait Tsaritsyne, la ville des tsars. Mais elle a été défendue par Staline en 1919 lors de la guerre civile qui a opposé les bolcheviks aux armées blanches, les partisans du tsar. L'objectif est donc fortement symbolique, mais il est aussi stratégique, car Stalingrad se trouve sur la Volga, le plus grand fleuve d'Europe, le fleuve nourricier de la Russie. Si la Wehrmacht prend Stalingrad, les Allemands encerclent complètement le Caucase, qui n'aura plus qu'à tomber comme un fruit mûr. Et Richard Sorge, espion du NKVD au Japon, prévient que les Japonais se tiennent prêts à attaquer les Soviétiques en Asie si Stalingrad tombe. Il va donc falloir tenir à tout prix. Cette ville qui s'étend sur plus de 50 km, le long de la Volga, et qui possède des industries lourdes, nécessaires à l'armement soviétique. Des usines qui portent le nom de barricades, d'Octobre Rouge, ou l'usine des tracteurs qui fabrique des systèmes de motorisation pour les fameux chars soviétiques T4. Le plan allemand, le plan bleu, prévoit d'abord une attaque massive sur Stalingrad. Mais Hitler change d'avis. Il préfère employer une partie des forces allemandes dans le Caucase, sous les ordres du général von Manstein, tandis que von Paulus sera chargé de prendre Stalingrad. Alors von Paulus se met en route avec la 6e armée allemande. Il franchit d'abord le Don et s'empare de la ville de Kalash, qui est située sur la ligne de chemin de fer qui conduit à Moscou. Stalingrad est désormais isolé. Puis la 16e division Panzer perce ensuite au nord de la Volga et redescend vers Stalingrad. La ville est encerclée par l'infanterie allemande qui progresse dans des ravins profonds creusés par l'érosion, les Balkas. La situation semble difficile. Winston Churchill se rend alors à Moscou avec Avril Harriman, le représentant de Roosevelt. Mais, contrairement au souhait de Staline d'ouvrir un deuxième front, il ne promet que du matériel, des jeeps, des camions, du carburant de bonne qualité qui ne gèle pas l'hiver, et aussi des céréales pour nourrir la population soviétique tout entière tournée vers la guerre. Hitler donne l'ordre de raser la ville. Le 23 août 1942, 600 bombardiers menés par le général von Richthofen font pas moins de 2000 sorties, soit un bombardement toutes les 40 secondes. La ville devient un champ de ruines de plus de 50 km, tandis que 40 000 soviétiques sont morts dans les bombardements. Au mois de septembre, le général von Paulus lance son assaut sur la ville. Mais chaque ruine est transformée en champ de bataille. Les soldats se battent maison après maison, et les ouvriers soviétiques continuent de travailler dans les usines d'armement d'Octobre Rouge, barricades ou de l'usine des tracteurs jusqu'au bout. Les Allemands s'emparent d'abord de la colline Mamaïev, qui n'a que 102 mètres de hauteur mais qui domine la ville. Puis, ils s'attaquent à la gare et enfin, le long de la Volga,
À partir du mois d'octobre, ils attaquent la zone industrielle. À la fin du mois d'octobre, les Soviétiques ont perdu 75% de leurs troupes. Et von Paulus peut annoncer fièrement au Führer que 90% de la ville est aux mains des nazis. Hitler semble triompher. Des médailles, des affiches commémorent la victoire allemande à Stalingrad. Et le 9 novembre, le Führer fait un discours plein de morgue à Munich. Wir haben ihn nämlich. Es sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Nous avons pris Stalingrad, déclare-t-il. Il ne reste plus que des petits points de résistance. Alors on me dit, pourquoi n'attaquez-vous pas ? Parce que je ne veux pas en faire un nouveau Verdun. Je préfère la prendre par petits coups. Le temps ne compte plus. Oui, mais voilà. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué. Depuis 3 poches de résistance adossées à la Volga, dont l'une ne fait pas plus de 300 mètres de largeur, les Soviétiques continuent de se battre. Ils sont ravitaillés par le fleuve qui leur donne munitions et ravitaillement en nourriture. Mais le 16 novembre 1942, la neige commence à tomber sur Stalingrad. Et des blocs de glace flottent déjà sur la Volga. Bientôt, la Volga sera gelée et on ne pourra plus ravitailler ces poches de résistance. Pourtant, le même jour, Staline fait un discours à la radio dans lequel il annonce « Bientôt, on dansera dans nos rues ». Car Staline a un plan. Il envoie le général Zhukov, le même qui a arrêté l'armée allemande à Leningrad et Moscou. Et le général Zhukov a un plan. D'abord, épuiser l'ennemi dans Stalingrad, puis, lorsqu'il est épuisé, contre-attaquer. Il rassemble plus d'1 million d'hommes et 900 chars de l'autre côté de la Volga. L'armée rouge aussi est transformée. On rétablit les grades et les insignes de l'ancien régime. Le rôle des commissaires politiques chargés de surveiller les officiers militaires est amoindri. Le 19 novembre à 10h30, la contre-offensive soviétique nommée Plan Uranus commence sur les points faibles de l'armée allemande, c'est-à-dire ceux qui étaient défendus par les alliés de la Wehrmacht. Alors au nord, le général Rokossovski met en déroute la 3e armée roumaine et capture plus de 37 000 soldats. Au sud de Stalingrad, c'est le général Yeremenko qui balaye les Italiens. C'est ainsi un mouvement de pince qui se referme sur Stalingrad lorsque le 22 novembre, les 2 armées soviétiques font leur jonction à Kalash, l'endroit où le chemin de fer vers Moscou passe. Stalingrad est désormais encerclé par les soviétiques et c'est au tour des 333 000 soldats de la 6e armée allemande d'être pris au piège. Von Paulus songe à se replier, mais Hitler lui donne l'ordre de tenir. Göring promet que l'on pourra ravitailler la 6e armée allemande dans Stalingrad. Oui, mais la Luftwaffe a sous-estimé les tirs de barrage de la DCA soviétique. Et bientôt, la 6e armée allemande est réduite à la faim. Les soldats ne disposent plus que de 60 grammes de pain et 12 grammes de graisse par jour. Les médicaments manquent. Ces Allemands qui ont utilisé la faim contre les Juifs de Pologne enfermés dans les ghettos, ces Allemands qui utilisent la faim contre les civils de Leningrad assiégés, eh bien c'est à eux de connaître le supplice de la faim. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un major allemand qui a servi à Stalingrad. Tous les 7 secondes, une voix monotone fit entendre. Tous les 7 secondes meurt un soldat allemand en Russie. Stalingrad, Massengrab. C'est-à-dire Stalingrad, fosse commune. Alors pour briser l'encerclement, Hitler donne l'ordre à von Manstein, qui dirige les troupes allemandes dans le Caucase, de remonter au nord.
Le 15 décembre, von Manstein réussit à faire une percée. Mais le 19 décembre 1942, il est stoppé à peine 38 km de Stalingrad. Et von Paulus n'a plus de carburant pour pouvoir tenter une sortie et ainsi effectuer une jonction. À la fin, commence à s'ajouter le froid intense des steppes russes. Le 1er janvier, la température descend à moins 25 degrés. Le 5 janvier 1943, la température descend à moins 30 degrés. Et le 10 janvier à 7h55 du matin, Zhukov choisit le moment de sa contre-offensive et met en marche 7000 canons qui, le long de la Volga, donnent le signal de l'assaut. Le 17 janvier, l'infanterie soviétique rentre dans la ville. Et le 31 janvier, elle capture dans les caves du magasin Univermag le général von Paulus, qui était devenu maréchal la veille et qui capitule. Les derniers combats cessent quelques jours plus tard, le 2 février 1943, près de l'usine Octobre Rouge. Le monde voit alors des colonnes de prisonniers allemands, plus de 400 000, émaciés, se rendre à l'armée rouge. On sait désormais que l'Allemagne n'est plus invincible. L'ardeur des alliés de l'Allemagne va d'ailleurs se refroidir. Les Italiens, les Finlandais, les Hongrois, les Roumains vont maintenant commencer à retirer leurs troupes. Ils ne sont plus tellement enthousiastes à l'idée de la grande croisade anti-bolchevique. Et des carrières de résistants commencent à partir de ce moment-là en France. Car le 31 janvier 1943, avec la bataille de Stalingrad, l'espoir a changé de camp. Chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle chronique historique de 16h30 à 17h. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet d'art et d'histoire, un S à art, un S à histoire. À lundi prochain.